Bienvenue dans L'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Quel est l'impact de la photographie dans sa dynamique de production sur notre environnement ? De quelle manière le médium est-il soumis lui aussi au diktat d'une logique de consommation et d'épuisement des ressources ? Comment concilier son métier et les valeurs qu'on défend ? Comment adapter sa technique à ses préoccupations profondes ? Que peut dire la photographie de la transmission, de l'héritage, du lien entre les générations ? Et finalement, quel est le rôle d'un artiste ? Quand sa pratique devient-elle naturellement la source de son œuvre ? Ce sont toutes ces questions qui traversent l'entretien qu'Almudena Romero a accordé à Yannick Le Guillanton lors du dernier Paris Photo où son travail était exposé. Lauréate de la résidence BMW en 2020, celle-ci fait partie de ces artistes plasticiens engagés qui mêlent la recherche formelle à une réflexion sur la technique elle-même. Consciente de l'éphémère des choses, de la certitude de l'incertitude, elle s'est intéressée à la manière dont la photographie peut et doit se tourner vers d'autres modes de production, et elle a utilisé le végétal plutôt que le chimique, la main plutôt que l'ordinateur, tout en expérimentant les potentiels de nouveaux processus de révélation où la nature aurait un rôle autonome. Intéressée par les nouveaux concepts qui remettent en cause tous les acquis que l'on croyait intangibles, elle nous fait nous interroger sur l'évolution du médium à l'aune des nouvelles technologies virtuelles, tout en restant très ancrée dans le monde d'aujourd'hui, attentive aux choses, à leur matérialité. Ce faisant, et dans la continuité du travail d'un Alan Sekula, elle oscille entre le rôle du critique qui théorise le médium et celui de l'artiste visuel qui le pratique. Elle sait que l'aléa est une donnée chaque jour plus prégnante dans nos vies, nous empêchant parfois de nous projeter vers l'avenir. C'est donc au cœur de l'éphémère et du pouvoir de la nature qu'elle inscrit sa pensée critique, ses méthodes et ses explorations qu'elle organise par série. Faire une photographie, The Act of Producing ou Family Album. Une originalité d'approche très séduisante ces dernières années, au moment où il est urgent de faire coexister réalisme technique et écologique. Bonjour Almudena Romero. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation de L'œil écoute pour nous présenter votre travail The Pigment Change. Alors on se retrouve à Paris Photo quelques heures avant le vernissage, en pleine installation. Vous êtes lauréate de la résidence BMW 2020 qui s'est tenue à Gobelin, École de l'Image. Et vous avez réalisé pour l'occasion 4 séries, The Act of Producing, Family Album, Offspring et Faire une photo, qui font appel notamment à la photosynthèse et au photoblanchiment en utilisant des plantes. Alors dans l'évolution du médium photographique, notamment au 19e, au début du 20e siècle, il y a de nombreux exemples de jus organiques, d'expériences avec des végétaux. D'où est partie votre idée de développer vos recherches en ce sens et de créer des œuvres qui associent l'image, le monde végétal, pour finalement nous questionner sur nos ressources naturelles, sur nos limites? Bonjour, merci beaucoup de me poser cette question et de votre intérêt à ma pratique artistique. Moi, au début, j'ai travaillé beaucoup avec des techniques du 19e siècle. Et en fait, j'ai développé ma pratique au sein des musées et à l'université en tant qu'enseignante et spécialiste dans ces techniques. Ces techniques, ils ont un impact environnemental considérable, mais aussi un impact pour la propre santé. Et grâce à ma spécialité, j'avais accès à l'information du 19e siècle sur la photographie sur la matière végétale. C'est une recherche qui a commencé à cette époque-là, mais qui ne s'est pas développée parce que le produit fini, c'est un produit éphémère. Et à l'époque, il y avait une pression importante pour prioriser la photographie chimique, la photographie susceptible d'être commercialisée, plus facile à être exploité, pour le dire d'une façon. Et du coup, la photographie
fait à la base des plantes, la photographie végétale n'a pas pris la place. C'était la photographie chimique qui était beaucoup plus... l'investissement était sur la photographie chimique. Et à la différence de la photographie chimique, comme vous le dites, la photographie qui est faite avec une base de plantes, c'est une photographie unique, c'est pas une photographie reproductible aussi. Exact, c'est une photographie unique, mais c'est aussi une photographie éphémère. Et donc, dans le 19e siècle, la photographie chimique a pris la place parce que c'était des propriétés, des qualités de préservation supérieures. Et les besoins à l'époque, c'était de documenter les choses. Il n'y avait pas non plus une crise environnementale comme celle qu'on vit maintenant. Moi, j'ai eu accès à cette information-là et je réfléchissais déjà à l'impact de ma pratique artistique sur l'environnement, mais aussi sur moi-même. C'est aussi en partie d'être enseignant à l'université que ça t'amène toujours vers une réflexion de qu'est-ce qu'on montre aux autres. Quand on enseigne aux étudiants, qu'est-ce qu'on est en train de leur enseigner? Est-ce que ça va pouvoir se pratiquer dans le futur? Oui. Il y a une forme de transmission là en l'occurrence. Oui, et ça te change aussi ta pensée de comment tu te conçois à toi-même, mais aussi l'héritage ou la transmission que tu veux laisser aux autres. Et aussi, est-ce que c'est intéressant de montrer aux étudiants des techniques qui vont être interdites demain? En tant qu'artiste, rechercher les matériaux auxquels on va avoir accès le lendemain, c'est intelligent, mais en tant que prof, c'est d'une façon obligatoire de se demander de quelle façon ça contribue à la société. Et je pense qu'aussi en tant qu'artiste, il faut se demander pourquoi produire, qu'est-ce que ça amène, est-ce que ça rajoute un problème ou est-ce que ça expandit en conversation vers une direction dont on pourrait améliorer nos possibilités de vivre en concordance avec la nature. Je pense que l'université, c'est un espace de réflexion. Et du coup, à réfléchir sur l'impact de la pratique, c'est une chose très courante. Et ça m'a aidé, ma spécialité du 19e siècle, avoir accès à toutes ces informations, ça m'a aidé aussi à développer ma pensée. Le fait que ma sœur recherche les cancers aussi, ça m'a aidé parce que beaucoup de la chimie, tout ce qui n'est pas toxique, c'est carcinogénique. Et du coup, elle m'a parlé très clairement de l'impact que ça pourrait avoir à moi, surtout la technique du collodion humide que j'ai recherchée. Beaucoup de choses sont carcinogéniques par inhalation, donc il faut aussi se poser la question de... Là, pour le coup, on est dans le cœur de la chimie et des impacts que ça peut avoir sur le corps humain quand on manipule des produits chimiques. Ouais. Exact. Et tout ça, ça m'a mené vers une recherche sur la matière végétale. J'ai commencé avec les feuilles coupées, couper des feuilles et imprimer directement sur des feuilles. Après, je suis allée aux pétales de fleurs et rechercher la couleur comme ça, l'impression en couleur sur des pétales de fleurs. Et après, à travers la bourse de BMW, j'ai pu aller à un niveau plus haut, comme développer un langage différent sur la matière vivante. Ça m'a permis, parce que c'est une bourse expérimentale qui soutient la recherche. Et ça, en fait, c'est assez généreux parce que c'est difficile de trouver des bourses comme ça, des bourses qu'on m'a dit... Bon, moi, dans mon interview, j'ai dit je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça va donner. C'est-à-dire que vous n'étiez pas sûr de pouvoir apporter un résultat concret. Donc exact. Là, pour Arles, puisque vous avez exposé à Arles, et pour Paris Photo en l'occurrence. Oui, et c'est bien qu'ils sont flexibles, qu'ils comprennent que c'est une bourse expérimentale et qu'il faut laisser la place à l'expérimentation. Et parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Ça, c'est la recherche. C'est vers l'inconnu. Si on savait déjà exactement qu'est-ce que ça va donner, alors pourquoi faire la recherche? Bien sûr. Alors, Almudena, lorsque j'ai vu The Act of Producing, donc l'action de produire, j'ai pensé aux herbiers que l'on constituait au XVIIIe siècle. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une petite fleur de bougainvilliers et aux botanistes qui prélevaient des plantes pour les étudier. Et j'ai découvert que vous aviez déjà réalisé un travail photographique sur des feuilles qui s'appelle Growing Concerns, donc qui veut dire, je crois, les préoccupations grandissantes, croissantes, dans lequel vous mettez en avant le rapport entre la colonisation et les plantes comme le café, le coton, le sucre. Donc on comprend bien évidemment la liaison. Dans The Act of Producing, vous avez reproduit des mains
Alors ces mains, on les imagine en train de travailler, ce sont peut-être certainement vos mains. Est-ce que vous avez envisagé cette série comme le prolongement de la première? C'est-à-dire, est-ce que les mains qui nous nourrissent, qui cueillent, qui récoltent, donc aujourd'hui dans les champs, dans notre environnement, elles sont encore en lien avec le passé colonial que vous avez donc évoqué dans la première série. Est-ce que vous pouvez nous dire également un tout petit mot de ce à quoi ça ressemble concrètement quand on voit les images? Bien sûr. Alors, j'imprime des images de mes mains qui analysent, qui étudient, qui dans des gestes qui tiennent les feuilles, mais d'une façon parfois un peu violente. C'est une sorte d'analysation de les feuilles, de les plier, les feuilles. C'est des gestes comme ça de mes mains et ils sont imprimés directement sur les photos. Donc tout ce qu'on voit, c'est des photos des mains qui travaillent. Sur des grandes feuilles ou sur des petites feuilles? Sur des grandes feuilles, sur des petites feuilles aussi. Les petites feuilles, c'est toutes des feuilles dans le jardin de ma grand-mère, que c'est là que j'ai pu faire une grosse partie de ma recherche. Ma grand-mère a un jardin extraordinaire dans lequel les plantes poussent vraiment bien. Une grande variété de plantes, parce qu'il y a une grande variété de feuilles. Oui, oui, mais parce que l'eau et l'ambiance sont particulièrement bons. Et mes grands-parents, les deux, ils habitent dans un endroit qui s'appelle Albalat des Tarongers. Ça veut dire Albalat des personnes qui cultivent l'orange. C'est une terre d'oranger. Tout le monde travaille la terre. Et du coup, ça fait aussi un jardin à elle super varié qui expresse bien sa passion pour les plantes. Et qu'en fait, moi, quand j'étais adolescente et intéressée dans les Spice Girls, je n'avais pas compris que ça m'intéressait tellement les plantes. Mais c'est intéressant de voir en rétrospective tout ce que ça a calé. À l'époque, je ne me rendais pas compte. Mais pour revenir dans votre question, effectivement, The Act of Producing, c'était un pont entre la série antérieure et toutes les pigment change. En Growing Concerns, j'analyse les liens entre le passé colonial, l'agenda coloniale et la cultivation des plantes et la photographie. Comme la photographie développe parfois aussi des discours de différenciation entre eux, nous, autres. Et nous, consommateurs, et eux, producteurs, et eux, travailleurs. Exact. Ça, Growing Concerns a commencé parce que je suis allée au Vauxhall Market, au Covent Garden Market, et j'avais une quantité de plantes extraordinaires de partout dans le monde, et ça m'a choqué le rift, la différence entre... Il y a des fleurs de Colombie qui arrivent tous les jours, constamment, que ça a un impact environnemental énorme, parce qu'ils sont produits en Colombie et arrivent à Londres fraîches. En avion. En avion, mais surtout la chaîne entière, la dynamique. Pour acheter un bouquet de roses à 2 €, il faut que la personne qui les cultive en Colombie gagne presque rien. La consommation d'eau, les amener fraîches, ça c'est vraiment périssable. Il faut les vendre dans 2 jours, sinon c'est poubelle. Et alors que ça consomme toutes ces ressources en Afrique du Sud ou en Colombie, un Colombien ou une personne d'Afrique du Sud a une barrière énorme pour pouvoir migrer. On a toujours eu intérêt à faire échange de produits et de capitaux et les personnes, non. Les personnes ont dû faire des barrières de plus en plus grandes. C'est pour ça que la série s'appelle Growing Concerns. Ça parle de problématiques qui vont encore plus loin, qui sont en train de s'agrandir et qui ont un problème d'une taille considérable et on ne les pense pas assez et ça se développe. Plus il y a une crise environnementale et plus il y aura une pression migratoire. Plus on consomme des ressources comme ça pour des produits cheap. Futiles, oui. Plus ça va consommer de l'eau dans ces pays-là. Donc c'est une constante production, consommation et après déchets. C'est une constante dynamique de consommation, de produire, consommer et après jeter, qui est ultra problématique. Et ça m'a amené à réfléchir aussi sur ma propre pratique artistique, parce que ça, c'était comme la question inévitable. En tant qu'artiste, personne engagée avec l'environnement, se demander l'impact de sa pratique, c'est obligatoire. Pourquoi produire, non? Est-ce que je fais partie de cette dynamique de consommer, produire et après déchet? Surtout parce qu'une partie du marché de l'art est aussi très ancrée dans cette dynamique de produire, consommer,
et après ça se stocke quelque part. Et c'est là qu'en The Act of Producing, je pense précisément à ça, à l'idée de produire tel quel. C'est une réflexion un peu intime de quel est mon rôle en tant qu'artiste dans la société dans laquelle je vis. Pourquoi produire? Est-ce que ça amène une nouvelle perspective ou ça contribue en conversation avec des autres artistes qui aussi font la biorecherche ou land art ou c'est seulement une question de produire pour produire et remplir son ego et être plus la cause du problème qu'une personne qui contribue vers une autre direction. Finalement, la main, elle symbolise l'outil et la production. Et surtout que dans Growing Concerns, je pensais beaucoup à l'engrenage que ça demande l'idée de produire, non? Comme un Growing Concerns, je la liais à l'agenda coloniale, mais ce que je voyais, c'est comme toute la dynamique du marché et tout ce que ça demande pour produire. Et après, je me suis focalisée, ok, ça c'est le panorama général. Et maintenant, je vais refléter sur ma pratique aussi, parce que on peut pas, je voulais pas avoir seulement une vision critique ou une vision analyse. Je voulais pas seulement analyser l'extérieur ou une dynamique. Vous vouliez l'induire dans votre propre technique. Exact, et me refléter sur moi-même, et ok, et moi, dans ce panorama, qu'est-ce que je fais Oui, je ne peux pas simplement dénoncer et être aveugle en même temps. À mes propres conséquences en tant qu'artiste qui produit ça. Oui. Alors, la photographie par nature, elle est souvent narrative et d'ailleurs dans Growing Concerns, vous utilisez des images de presse que vous projetez donc sur des feuilles qui viennent de ces pays exotiques pour nous, Européens. Elles délivrent des informations. Je pense au photojournalisme, à la photographie documentaire, au portrait. Et c'est justement le choix du portrait que vous avez fait dans Family Album, en reproduisant sur un tapis végétal de cresson des portraits des membres de votre famille. Est-ce que vous pouvez nous dire comment techniquement vous réalisez ces images végétales? Est-ce que symbolise pour vous la photo de famille qui est un genre qui est apparu en même temps que la photographie? Alors techniquement, ce que je fais, c'est que je projette une image sur une toile de cresson. Pour les gens qui sont été dans une chambre noire, en fait la dynamique c'est exactement la même que si on avait un papier photo. À la place d'avoir un agrandisseur, moi ce que j'ai c'est un projecteur. Et je projette un négatif sur une toile de cresson. Les parties qui reçoivent plus de lumière, c'est les parties plus foncées de l'image finale, comme si ça était un papier photo. Plus de lumière, plus de noir dans les papiers. Et les parties qui reçoivent moins de lumière de mon négatif, c'est les SMS qui restent jaune pâle. C'est exactement la même chose que dans une chambre noire, mais mon papier photo, c'est une toile de cresson. En fait, le cresson, c'est le révélateur, quoi. Oui, je pousse une photo dans les... Et donc, vous travaillez essentiellement sur grand format avec un projecteur donc, qui projette un négatif important enfin, qui projette de la lumière sur un négatif, vous agrandissez, quoi. C'est le système de l'agrandisseur. Exact, c'est un système d'agrandissement. Je ne peux pas travailler dans un petit format parce que mon pixel, c'est la feuille de cresson. Et si... Oui, c'est petit, on ne se rend pas compte en fait, parce que le cresson, quand il arrive à son évolution, il est assez grand, mais là c'est tout petit, c'est minuscule. Exact, c'est tout petit. Et si je fais seulement des petits formats, ben, ça serait une image petite avec des très grands pixels. On aurait du mal à voir ce qu'il y a dans... Du coup, il faut... chaque petite graine de cresson, c'est mon petit pixel. Et il faut faire des grands formats dans lesquels on puisse s'éloigner pour reconstruire l'image dans chaque cerveau. Et donc le rapport avec la famille, la photographie de famille au sens large, puisque là bien évidemment vous avez utilisé des photos de famille, donc on voit une photo de vous qui pousse un landau, je crois, on voit votre père, votre mère, votre frère, votre sœur. Pourquoi avoir fait ce choix et quelle est l'importance de la photographie de famille par rapport à ce travail? Alors, tout The Pigment Change reflète sur l'idée de produire, se reproduire. Se reproduire, donc là on parle de l'humanité. Exact, avoir un enfant. Normalement, un album photo de famille, c'est aussi pour dire aux nouvelles générations, ceci était grand-père, titi, celle-ci était tatata. Il y a une idée de documentation, en utilisation de la photographie comme résultat, pas comme procès, comme
comme produit final de documenter les personnes, qui est qui, pour savoir, pour s'en souvenir des autres. Il y a une idée de filiation et d'héritage dans la photo de famille. De mémoire. De mémoire, exact. Moi, j'ai voulu imprimer des photos qui disparaissent, des photos éphémères de ma famille dans des panneaux en cresson pour questionner toute la dynamique de l'héritage. Moi, je pense que quand je l'explique à ma mère, le fait que je ne veux pas être mère, elle a du mal à comprendre parfois parce que pour elle, l'idée de la filiation, de la continuation de sa famille, c'est important. Quand on parle de continuation, elle pense à qui et moi je pense à quoi. Je pense à quel héritage on veut laisser aux autres. Et ma grand-mère, elle est plus dans la dynamique de penser qui est la continuation. Et c'est pour ça que pour elle, c'est beaucoup plus structurel que ses filles ont des petits-enfants. Et moi, je pense plus, qu'est-ce qu'on va laisser à ma nièce? Quel est le futur à venir pour eux? C'est une question un peu entre nature et culture. Ça, c'est une question que vous soulevez avec une autre série qui s'intitule Offsprings. Oui. On ne voit pas ici un appareil photo. Mais est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Bien sûr. Donc, je me suis... Offspring qui veut dire la progéniture. Exact. Je me suis confinée avec mes parents. Ça faisait 14 ans que j'habitais plus en Espagne, 14 ou 15, voire même plus. Je ne me souviens plus. Ça fait vraiment longtemps. Bref, ma mère, au début du confinement, elle avait peur que je mourisse seule à Londres et elle m'a appelé pour que je rentre et on s'est confinés ensemble. Je croyais que ça allait être l'apocalypse, mais en fait, ça marchait très bien. Parce qu'on a eu finalement le temps de parler des choses. Normalement, quand je rentre à Noël, on ne parle jamais de rien, pas le temps. Et là, on a beaucoup de temps et beaucoup du projet de Pigment Change s'est basé sur des conversations avec ma mère. Quand on parlait du fait que je ne vais pas être mère à cause de la crise environnementale, une des choses que ma mère disait, c'est « mais ce n'est pas naturel ». Moi, je voulais l'expliquer. Écoute, dans la nature, il y a énormément de choses qui se passent. Et une des choses, c'est les stratégies de reproduction sélective. Quand nous, on veut avoir une plante petite, chez nous... Un bonsaï. Par exemple, ou n'importe en fait quelle plante, on la laisse dans un petit pot et ça ne grandit pas parce que la plante elle a l'intelligence pour repérer qu'est-ce qu'il y a comme contexte. De maîtriser un peu son espace. Exact. Il ne va pas grandir énormément. Il y a 3 ou 4 plantes folles qui se reproduisent n'importe comment et après il faut les changer les pots. Mais la majorité des plantes, ils sont en sorte de repérage du contexte. Pousse pas en feuille n'importe comment. Parce qu'en fait, pour la survie de la plante, ça pourrait être dangereux. De ces stratégies, on n'y parle jamais. En fait, avant, j'ai parlé avec un ami, Andreida, qui me disait qu'elle connaît aussi des arbres qui aussi s'étalent pas énormément quand ils ne voient pas un contexte. Du coup, une intelligence par rapport au futur, au contexte, c'est vraiment aux naturel. Ressources en fait qui leur sont proposées là. Exact, c'est tout à fait naturel. Moi, je me sens un peu comme la petite plante. Je ne vois pas à cause de la crise environnementale et j'ai un certain doute du contexte. Je pense aussi que d'une façon, je vais protéger mes enfants pas nés, comme les enfants que j'aurai pas. Parce que c'est ça une sorte de responsabilité. Oui, c'est ce que vous appelez l'instinct maternel, alors qu'on dit que l'instinct maternel, c'est quand on a l'enfant. Mais là, l'instinct maternel arrive avant même d'avoir un enfant. C'est-à-dire qu'instinctivement, vous savez que vous n'avez pas envie, c'est pas raisonnable pour vous. Oui, pour moi, mes projets ne parlaient jamais de ce qu'ils autres doivent faire avec leur vie. Ceci sont des choix très personnels. Mais j'essaie d'expliquer mon point de vue. Je sens d'une façon très forte et viscérale dans moi que je ne veux pas. Ce n'est pas seulement une chose rationnelle, c'est que je suis sûre et certaine. Il y a des monde qui me disent il te manque un hormone, nanana. Tout ce discours, il te manque quelque chose, il te manque le bon copain, il te manque l'argent. En fait, non, il ne me manque rien, c'est que j'ai la volonté, j'ai quelque chose qui me dit clairement que je ne veux pas. Oui, donc là, en fait, on voit bien justement la différence entre la nature et la culture, parce que les gens disent, mais c'est naturel d'avoir des enfants. Mais vous mettez bien en avant justement que la nature, elle met en place des stratégies parfois pour interrompre ou suspendre en tout cas cette filiation, cet héritage.
Exact. Et du coup, Offspring, c'est une représentation visuelle d'une plante qui pousse en feuille comme stratégie de reproduction sélective. Il y a des plantes qui habitent dans des zones arides qui poussent que 2 feuilles. Parfois, c'est vraiment une sélection dans toute leur vie et ça pousse que 2 feuilles. Donc, c'est aussi parce que peut-être on ne connaît pas assez la nature. Et du coup, c'est très facile à dire c'est naturel, mais c'est aussi par ignorance. Si on connaissait plus tout ce qui se passe dans la nature, cette phrase-là, c'est naturel, ce serait beaucoup plus difficile à la tenir. Ouais. Oui. Alors, Almudena, nous sommes ici à Paris Photo, dans le temple du marché de la photo, où les galeristes garantissent une durée de vie au tirage qu'ils vendent, où les acheteurs sont souvent des collectionneurs qui constituent donc un patrimoine culturel et financier. Avec votre travail, vous apportez une contribution à la réflexion sur le médium, mais vous êtes vous-même dans une démarche où vous interrogez la production, le capitalisme. Est-ce que, avec vos œuvres, vous entrez vous-même sur le marché de l'art, que vous participez au marché de l'art? Il n'y a pas que moi qui s'interroge sur le capitalisme et le mode de production qu'on a. Je pense que cette question-là, on l'a tous un peu dans la tête. Et du coup, c'est pas... Avant, ça aurait été classé comme radicaux, un discours comme ça. Maintenant, c'est classé comme un discours assez courant, qu'on entend souvent. Parce que c'est évident qu'on a un problème avec la production et l'accumulation et qu'en fait, on doit tous y repenser un peu nos pratiques. Et je trouve beaucoup de support dans ma démarche. Il y a des entreprises qui donnent des bourses pour la recherche, mais aussi des fondations, des musées. Tout est en train de se repenser. Notre vie a maintenant un caractère éphémère assez fort dans la planification des choses. On n'a plus de projection sur les 50 prochaines années, sur le prochain siècle. Non, voire même les 10 années prochaines. Ou parfois la semaine prochaine, on ne sait pas si on va être confiné, pas qu'est-ce qui va être la norme. En fait, on a arrêté de dire la nouvelle normalité parce qu'on sait maintenant qu'il n'y a rien de normal, c'est un constant changement. La vie éphémère, et le caractère éphémère de notre vie, c'est très palpable. Et de plus on a l'évidence scientifique de ça, plus on va rentrer dans ces discours. Il y a les inondations, les bushfires. Ça, c'est évident qu'on a un problème. Et du coup, les institutions, les entreprises, mais aussi beaucoup de monde s'y met dans la démarche parce que ça, finalement, le discours cale pour nous tous. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent la pratique. Les personnes qui soutiennent ma pratique ne le font pas comme une sorte d'investissement pour revendre après parce que ça va être probablement impossible. Mais ils le font parce qu'ils aiment bien ce que je fais. Ils me soutiennent en tant qu'artiste. Pour le coup, en fait, on est plus dans une démarche presque de mécénat, oui, comme celui dont vous bénéficiez à travers la bourse BMW, par exemple. Oui, mais il n'y a pas que BMW, la bourse BMW est ultra généreuse, mais aussi les institutions, les musées se sont mis derrière à soutenir les artistes aussi dans ces démarches. En fait, il y a aussi les maisons d'enchères, de vente enchères, oui. Parce que dans le monde de la photographie, l'éphéméralité, c'est nouveau comme concept. Dans le monde de l'art, ce n'est pas du tout nouveau. Il y a les land art, il y a les bio-art qui ont toujours été là. Maintenant, il y a l'art virtuel qui est ultra fragile. Un mauvais coup de thé sur ton clavier, et tu peux prendre les dernières NFT que tu as achetées à 16 millions. Donc, c'est assumer que les choses sont éphémères et ça commence à ne pas être si importante pour beaucoup de monde. On peut acheter une idée un peu comme ça a pu se faire dans l'art conceptuel par exemple. Donc ça, en fait, il y a malgré tout toujours une connexion avec le marché. Et là, on ne parle plus des institutions, mais on parle du marché réel. Oui, qui soutient aussi la création conceptuelle et les procès plus que les résultats. Et c'est ça que je suis en train de montrer ici à Paris Photo, que d'ailleurs, beaucoup de personnes de différentes collections viennent me féliciter du travail que j'ai fait et à soutenir ma pratique parce qu'il y a un certain intérêt dans le processus de création et pas seulement dans les résultats. C'est une nouvelle démarche plus performative
il y a beaucoup de monde qui trouve intéressant. Ici, à Paris Photo, vous avez aussi été sélectionné par Nathalie Herschdorfer, historienne de l'art, qui présente une sélection d'œuvres dans un parcours qui s'intitule Elle Paris Photo. Donc, elle qui fait référence au grand cycle consacré aux artistes femmes qui a été lancé par le Centre Georges Pompidou. Vous qui avez une vision élargie de l'Europe, puisque vous avez enseigné en Italie, vous êtes espagnol, vous vivez à Londres, vous exposez actuellement à Paris. En quoi, d'après vous, est-ce que c'est toujours important dans ces années 2020 de soutenir les femmes photographes et plus largement les femmes qui pratiquent l'art contemporain? Je pense que c'est vraiment important de soutenir les femmes photographes, mais surtout, il ne faut pas se tromper avec ça, je pense, les artistes qui ont une vision féministe. Parce que c'est la même chose avec les politiciens ou dans la science, dans beaucoup de domaines. Le fait d'être femme, ça ne veut pas dire forcément que tu as une vision féministe. Il y a énormément de monde, hommes et femmes, qui ne contribuent pas à un changement dans la société. Et moi, je pense que si on se considère femme, homme, les deux, aucune, on a une vision sexiste des choses? Oui, et non, et si soi-même, parce que le genre, maintenant, ça commence à être beaucoup plus fluide. Si on se pense à nous-mêmes comme femmes, hommes, les deux, ou aucune, in between, ça ne devrait pas être important. Ce qui devrait être, c'est que la pratique amène un discours féministe. On va penser par exemple à politiciens, que c'est plus facile de pitch. Margaret Thatcher, femme, oui, féministe, non. C'est très facile à comprendre. Marine Le Pen, la même chose. Et dans l'art, comme dans les sciences, n'importe quel domaine, c'est la même situation. Il y a des hommes qui peut-être sont en train de produire un art queer qui renverse beaucoup de choses très intéressantes et des femmes qui font un cliché sexiste. Mais le soutien des femmes artistes, ça veut dire que, pour le coup, elles ont un besoin de visibilité qui n'existe pas aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi la démarche. Oui, et dans ça, je suis complètement derrière cette initiative d'égaliser les opportunités de pouvoir se montrer parce que c'est statiquement prouvé, il y a beaucoup moins de femmes qui arrivent à exprimer leur point de vue. Et du coup, qu'il y a un parcours qui égalise cette manque d'opportunités, c'est important et c'est vraiment bien qu'il soit présent. Mais je pense que maintenant qu'on commence à avoir des genres beaucoup plus fluides, il faut tenir ça en compte aussi. Qu'il faut ouvrir les spectres à être encore plus queer. Ouais. Je vois de quoi vous parlez. Alors, la photographie, donc cette écriture de lumière, c'est une empreinte qui a été transférée sur une surface sensible par l'action de la lumière, donc ça c'est la base de la photographie. Dans vos séries, vous devez parfois utiliser de la lumière artificielle, je pense notamment à la série qu'on a évoquée ensemble qui s'appelle Family Album, où le cresson doit pousser. Est-ce que vous avez pensé à élaborer ces images végétales en utilisant uniquement une exposition à la lumière naturelle, comme vous l'avez fait pour les deux autres séries, The Act of Producing et Growing Concerns? Est-ce que tout simplement c'est possible de faire ça? Est-ce qu'on peut rejoindre une empreinte carbone quasiment neutre? Est-ce que ça a du sens aussi? Oui, c'est ça. Dans tout processus créatif ou de production, il y a une empreinte carbone. Moi, je pense que si on tombe dans un purisme de zéro carbone tout le temps, déjà ça peut être faux très facilement. Parce que la façon de contrôler que ce soit vrai, c'est vraiment difficile. Si je dis que c'est zéro carbone... Oui, parce qu'il y a beaucoup de communication en fait qui se fait sur ça. Qui se fait sur ça et il faut être peut-être attentif et ne pas tomber dans un dogme. Parce qu'une fois qu'on y rentre dans les dogmes, on est coincé. Produire, ça va avoir une empreinte environnementale. Mais si la production amène un nouveau discours ou ouvre une conversation vers une direction qui en fait est intéressante parce que ça nous permet de nous repenser et nous repenser notre relation avec la nature, alors ça vaut la peine. Parce qu'on y va vers une nouvelle direction. Produire, ça peut être quelque chose comme écrire dans l'ordi. Produire de la connaissance, c'est... Faire la recherche, c'est produire de la connaissance. Alors oui, l'ordinateur consomme de l'électricité, mais
ça serait tellement ridicule d'y penser à ne même pas utiliser l'ordi pour faire la recherche. Ce que vous privilégiez pour le coup, c'est la réflexion qui nous amène à réformer nos façons de produire, même si vous-même vous utilisez de l'énergie, puisque pour produire, comme vous le dites, il faut utiliser de l'énergie. Exact, et c'est... parfois les gens me disent, mais vous coupez des feuilles pour faire vos photos. Bien évidemment, de la même façon que vous coupez des feuilles pour manger une salade. Comme on utilise la nature et ça c'est inévitable, que ce soit pour la manger ou pour faire une photo. Et en fait, heureusement que c'est la nature et pas les minéraux, une chose chimique. N'avoir pas aucun impact, c'est dogmatique. Oui, donc vous vous laissez de la liberté. Almudena, pour conclure, je voudrais faire un clin d'œil à Marshall McLuhan, que vous connaissez bien, avec sa phrase célèbre « Le médium et le message ». Dans votre travail, le médium photographique nous interroge sur l'avenir de notre société, sur l'exploitation de ses ressources. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous allez utiliser un langage similaire, proche, dans vos projets à venir? Et est-ce que vous pouvez partager avec nous quelles sont les idées que vous avez déjà en tête? Alors, en faisant le dernier projet, faire une photographie dans lequel les derniers chapitres de The Pigment Change, j'ai changé la pigmente d'une plante de vert à rouge à base de raccourcir la quantité de lumière que la plante recevait. Alors, je vais vous expliquer ceci un peu vite fait, mais d'une façon claire. Beaucoup d'arbres et beaucoup de plantes changent leurs feuilles de vert à rouge selon la saison, de l'été à l'automne. Ça, c'est pas parce que les arbres ils sont froids, c'est un procès photographique, c'est une performance photographique. C'est parce que quand les jours se raccourcissent et quand il y a moins de lumière UV, c'est plus intelligent de changer la pigmente de la chlorophylle au carotène. Parce que les longueurs d'onde et la lumière disponible, elle est mieux captée par cette pigmente. Donc là, c'est le dernier volet que vous avez développé à la résidence BMW. Exact. J'ai pris une plante, j'ai fait ce processus-là. Alors, la question, c'est que je n'aurais pas dû raccourcir les jours avec une boîte s'il n'y avait pas de pollution de lumière. Et le fait que ce soit parce qu'il y a de pollution de lumière que j'ai dû faire mon performance, m'a amené à y penser, si en fait il n'y avait pas de pollution de lumière, la plante elle a refait les changements toute seule. C'est sa performance à elle, ici qui est le performer et qui est l'artiste. C'est son cycle. Et si on commence à comprendre tous ces changements de pigments dans une perspective de... Ça pourrait être très bien en performance. Si on rentre dans cette pensée, j'ai commencé à me demander est-ce que la plante pourrait faire elle-même de l'art. Et j'ai commencé à lire dans cette direction-là, qui s'appelle Nouveau matérialisme. Et il y a plusieurs scientifiques, philosophes, aussi politiciens qui se sont embarqués dans le New Materialism, dans lequel les plantes sont des droits, de l'autonomie, de l'intelligence. Et d'ailleurs, vous me rappeliez qu'il y a certaines parties des fleuves ou des forêts qui sont protégées elles-mêmes. Oui, en Nouvelle-Zélande, il y a des fleuves qui sont leurs propres droits. Qui ont leurs droits, voilà, qui ne sont pas protégés par l'homme pour l'homme, mais qui sont protégés pour ce qu'ils sont par essence. Exact. Cette nouvelle perspective, moi je la vois comme une sorte de renaissance dans laquelle nous repense à un niveau différent et à une nouvelle relation avec les plantes. Est-ce que les plantes pourraient produire de l'art? Produire de l'art, c'est plus une question exclusive des personnes. Et nous, on n'est pas différentes des plantes ou plus spéciales parce qu'on peut produire de l'art. En fait, vous serez un chef d'orchestre. Exact. Très bien. Merci infiniment, Almudena Romero, d'avoir pris un peu de temps pour nous expliquer quelle était votre démarche à quelques heures du vernissage de Paris Photo. Merci à vous. Oui, ok.